Si tu devais me décrire justement ce que tu proposes dans tes formations pour les dirigeants, hein, plus Hmm. ça d'ailleurs, comment tu décrirais ça? Alors, je m'appelle Farzad Felezi, tout d'abord, et je propose des formations en, en art oratoire. Avec l'art oratoire, avec la prise de parole, l'art du verbe, je propose de résoudre différentes problématiques de l'ordre du management, du leadership, de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, euh, pour arriver à des résultats vraiment très concrets. Hmm. Alors, comment est-ce que, donc là, tu me dis que tu associes l'art du verbe et des problématiques de management. Est-ce que tu peux me donner plus d'éléments pour que je puisse comprendre comment tu fais le lien entre l'art du verbe et les problématiques de management? C'est quoi le Euh, lien en fait? Au fond, dans toutes ces activités-là qui consistent à manager, qui consiste à mener les hommes et les femmes dans une entreprise ou dans une organisation, une association, une institution, on doit parler, on doit communiquer. Et on use de ce langage, de cette langue que vous voyez là. Et lorsqu'on l'utilise, eh ben, assez souvent, on le fait de manière inconsciente. On le fait de façon non structurée. On le fait très, très souvent sans style, sans beauté. Or, pour avoir des résultats face à un public, face à un groupe d'individus qu'on va avoir en formation ou alors dans une réunion, voire même face à un seul individu en tête-à-tête, ces éléments-là de l'art oratoire, de la prise de parole, deviennent absolument essentiels. Donc c'est pour ça que je, je mets en pratique les outils de la parole dans le milieu de l'entreprise. Hmm. Ok. Est-ce que tu pourrais me donner comme ça quelques idées des outils que tu utilises et que tu proposes aux dirigeants, managers, justement, pour leur message vis-à-vis de l'entreprise et des salariés? Tu pourrais me donner un peu une idée là? Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, l'un des premiers outils que j'utilise, c'est la pensée, l'art de penser. La façon qu'on a de générer des pensées, de traiter des pensées qui nous viennent, mais aussi de pouvoir créer ou s'inspirer d'autres pensées, comme de grands auteurs, de grands orateurs. Et ça, c'est une grosse problématique au niveau de l'entreprise, parce qu'on a tellement d'informations qui nous viennent, surtout quand on a des hauts postes, des postes qui, qui nous font diriger d'autres personnes. On a beaucoup d'informations qui nous viennent, et souvent, ce sont les mêmes qui se répètent. Et cette répétition fait que la gymnastique intellectuelle et de la pensée, de l'idée, s'affaiblit. On est dans l'urgence, on doit faire des choses, éteindre des feux, on doit calmer les uns, motiver les autres. Et tout ça nous empêche de se cultiver, de nous cultiver, euh, à moins que on entretienne notre pensée. Donc, on va voir comment euh, faire fleurir une pensée qui est juste, une pensée qui est belle et une pensée qui est maîtrisée. Donc, c'est cet outil-là de la maîtrise de la pensée va nous permettre de maîtriser les émotions, d'améliorer les relations, d'avoir en fait la capacité de poser un regard sous différents angles sur la même situation. Et ça, c'est essentiel dans une entreprise. D'avoir le regard selon la situation du client, qui parfois est mécontent, d'avoir le regard sous l'angle de vue d'un salarié qui parfois se sont écrasés. Et tout ça va permettre aux dirigeants, aux managers, aux meneurs de structurer ensuite son discours, sa parole. Donc l'un des premiers outils, ça va être la pensée. Ensuite, un autre outil de la parole que j'aime bien, pour vous en donner un exemple, c'est la façon dont on a de raconter nos histoires. Alors, il y a plein d'histoires qui se passent dans nos vies, dans notre passé, dans l'entreprise même.
mais on a assez souvent une façon extrêmement négative de les raconter. Et moi, ce que j'aime bien montrer, c'est comment on peut prendre n'importe quelle expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, même si c'est une casserole, même si c'est une douleur, d'en faire une leçon et d'en faire une anecdote qui va porter le public, qui va porter l'équipe. Et ça, c'est très utile en entreprise. Ok. Bon, ce que j'entends, c'est que tu travailles à la fois le sens, le fond et la forme, hein, notamment dans cette dernière partie où, comment tu dis, comment on raconte, tu donnes des outils justement pour que les gens apprennent à raconter et que ça puisse toucher le public, les convaincre. C'est quoi? Faire adhérer? Alors, tout d'abord, raconter une histoire, ça permet de revenir à l'essence du discours. Un discours, c'est pas quelque chose, c'est pas du marketing à la base. Nous, on connaît les discours marketing publicitaires pour convaincre, pour persuader, certes. Mais un discours, c'est avant tout une aventure dans laquelle on va inviter le public. À l'intérieur de cette aventure, il va se produire des événements. Et le personnage, le héros de l'histoire, les personnes qu'il va rencontrer, les situations qui seront menées à être dénouées, vont laisser une empreinte dans l'esprit de celui qui écoute et vont transformer sa façon de voir les choses, sa façon de voir le monde. En racontant une histoire, on peut transformer ou transfigurer les idées, les paroles et les actions des gens qu'il y a en face de nous. Les histoires sont extrêmement puissantes. On a l'habitude de les écouter depuis qu'on est enfant. Et quelque part, quand on devient adulte, on aime toujours les écouter. On aime ces anecdotes de vie, de profession. On aime écouter quelqu'un qui a réussi pour en connaître les clés. On aime écouter quelqu'un qui a eu des déboires pour connaître les pièges dans lesquels ne pas tomber. Et tout ça se fait d'une façon très agréable, sans que ce soit une leçon en disant en 7 étapes, en 8 étapes, en 5 étapes, mais à travers une histoire belle, entraînante, qui a une conclusion, qui peut nous inviter à agir. Euh, je me disais, en t'écoutant, là justement, j'entends complètement le sens, tu vois, de ce que tu dis. J'essayais de me mettre dans la peau du dirigeant, de ceux que je connais, tu vois, qui sont dans l'opérationnel, dans les mains dans le cambouis tout le temps. Oui. Comment est-ce que tu peux les convaincre ou si ce n'est leur donner envie de suivre tes formations? Moi, leur donner envie, il est persuadé C'est de quoi? venir. Ouais, c'est ça. Comment tu t'y prends Mhm. pour leur donner envie? Parce que, tu vois, moi, je suis dirigeant, j'anime des réunions, je fais ça, j'envoie des mails. Tu vois, j'ai peut-être, comme tu dis, une pensée assez pauvre, mais bon, je fais ça tout le temps, c'est ma routine. Et comment toi, tu peux me donner envie, en Est-ce que je fait, me de rends te suivre? compte que ma pensée s'appauvrit déjà en tant que dirigeant? Il y a une étude qui est sortie assez récemment qui dit que les cadres et les cadres supérieurs ont un QI qui diminue. Et des philosophes comme Bernard Stiegler, qui travaillent avec Danone, Orange et de très grandes entreprises, mettent en place des mesures pour éviter cet entraînement vers la médiocrité. Est-ce qu'en tant que dirigeant, je me rends compte de ça? Est-ce que je prends conscience de mes limites aujourd'hui? Et est-ce que j'aimerais m'aventurer au-delà de ces limites? Et c'est à ce genre de dirigeant-là, bien entendu, que je m'adresse. Je ne fais pas de Mhm. prospection à tout va. Je ne vais pas dire à tout le monde, venez acheter ce que j'ai. Je préviens les personnes qui sont en face de moi, je les mets en condition en disant, si vous venez dans les formations que je propose, euh, il va y avoir du défi, il va y avoir du challenge, on va avoir des dépassements de vos propres limites. Bien entendu, vous ne serez ni jugé ni critiqué, mais au sortir de cette formation, il y a une transformation. Mhm. Alors justement, quand tu dis transformation, là, avec quoi les gens repartent de ces formations, au-delà des techniques, tu vois, de discours? Ben, déjà avec du Est-ce qu'il y a sourire, un avant et un avec moins de après pour tracas, celui qui… et avec moins de tracas, ils repartent avec plus de sourire. Souvent, quand ils viennent me voir, il y a de lourds conflits.
J'étais hier même avec une femme chef d'entreprise, capitaine d'industrie dans le secteur de service à la personne. Elle me racontait les enjeux économiques, politiques, sociaux dans les quartiers où elle intervient. C'est absolument colossal. Et au niveau mental, au niveau psychologique, c'est très éprouvant. Donc, les premières séances, souvent, les dirigeants se confient à moi. Je deviens leur confident. Et ils commencent à me dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que m'a fait un tel, voilà telle frasque, voilà telle politique, voilà telle. Et j'écoute pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures parfois. Mais souvent, je réserve la première demi-heure de nos séances pour ça. Et au bout de la troisième séance, habituellement, ce qui se passe, c'est que la personne arrive à se passer de toutes ses pensées parce qu'elle se rend compte que ce qu'on est en train d'aborder est beaucoup plus vaste, beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressant que tout ce dont elle se soucie jusque-là. Et là, le dirigeant va commencer à devenir intéressant lui-même, à découvrir en lui des discours cachés qu'il va commencer à écrire et je vais lui dire comment les écrire. Certaines de ces écritures deviennent des discours qu'ils vont dire face à leur public, face à leurs équipes, face au pouvoir public. Certains autres de ces discours-là vont devenir des livres. Alors, livres en tant que fascicule, en tant que manuel, mais aussi livres biographiques, autobiographiques, personnels ou professionnels, parce que ce sont des personnes qui ont énormément de choses à dire, mais le temps dans lequel ils sont et l'espace restreint dans lequel ils sont contraints les en empêchent, ou du moins c'est ce qu'ils pensent. Et quand ils arrivent à s'en extirper, à se transformer de ça, à voir les choses avec plus de recul, ils se rendent compte de la force, de la puissance réelle qu'ils ont, de pouvoir changer les choses, conduire un changement et inviter d'autres à les rejoindre dans cette posture de dirigeant. Et là, c'est quelque chose qui va vraiment les alléger et ça arrive assez souvent avec les personnes que j'accompagne, euh, de devenir co-dirigeants avec leurs collaborateurs et les salariés. Et ne plus considérer que des salariés comme des gens qui ne savent rien, qui ne comprennent rien ou qui ne peuvent pas connaître les enjeux globaux, mais de les faire participer autant dans les prises de décision que dans le chiffre d'affaires ou les résultats. On a alors Ce des que tu es en entreprises train avec des salariés d'élite, qu'on peut appeler aussi des salariés dirigeants, qui commencent à naître dans l'entreprise. Et ça, c'est une grande force pour l'entreprise. Donc, des salariés qui restent plus longtemps, réduisant ainsi les coûts du RH, des ressources humaines. Des salariés qui ont moins d'absentéisme, qui ont une plus grande volonté, qui savent respecter la hiérarchie, l'entreprise, la marque, mais aussi qui savent s'affirmer pour demander leur congé, qui savent s'affirmer pour augmenter une participation sur le bénéfice, par exemple. Et ça, ce sont des salariés très précieux. Vous savez, le genre qui ne met pas la tête sous le sable en attendant que les choses se passent. Le genre qui n'est pas timoré, mais qui, avec courage, va s'affirmer et dire je dirige, on dirige ensemble. Ce que tu dis là, c'est que en fait, finalement, à partir d'une formation ou de séance, comme tu dis, autour de la prise de parole du dirigeant, ben, se manifestent d'autres transformations dans les pratiques managériales, c'est ça? Enfin, Oui, dans les pratiques managériales auprès des salariés, mais aussi auprès des syndicats. Il y a des entreprises qui m'ont appelé et il y avait de grands conflits avec leurs syndicats et les personnes syndiquées. Et tout ça, ça appartient au passé aujourd'hui, puisqu'ils peuvent travailler main dans la main avec des stratégies vraiment intelligentes. Après la pandémie, la crise de la pandémie notamment, j'ai créé une formation spécifique selon une demande qui m'a été réalisée d'entreprises au bord de la faillite, qui désiraient faire en sorte que l'entreprise soit reprise avec les salariés. C'est-à-dire qu'au lieu que l'entreprise s'effondre, qu'elle fonde les plombs, qu'elle fasse faillite, eh ben, le dirigeant était prêt à lâcher du lest, à donner plus de 51% de parts sociales à vendre aux salariés et plus de 65% des droits de vote et de prise de décision. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et quand je dis aux gens que 6 personnes sur 10 qui m'appellent pour cette formation sont des dirigeants,
Beaucoup ne me croient pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va, je pense, se démocratiser. Mmh. OK. Et tu penses qu'aujourd'hui, tu as un public par rapport à ces formations? Enfin, tu penses que les gens sont prêts à s'aventurer, comme tu dis, est-ce que c'est facile de convaincre ces dirigeants-là aujourd'hui dans tes formations, enfin de suivre ces cours-là? Ces cours, enfin ces accompagnements plutôt. De convaincre, il y a des éléments de conviction, bien entendu, il y a des arguments qui peuvent mener à dire, ben, vous êtes mal dans votre peau, vous êtes mal dans votre vie, vous n'avez plus de temps pour vous, vous n'avez plus de temps à consacrer à vos loisirs, à vos passions, à votre famille, parce que l'entreprise vous prend trop de temps, vous avez trop de tracas, vous ne prenez plus du tout de plaisir à venir au boulot, vous vous garez là dans le parking de l'entreprise, mais quelque part, c'est un peu avec la boule au ventre. Vous allez à chaque réunion, vous n'arrivez pas à vous exprimer face à un public qui ne vous écoute pas. Vous avez des salariés en face de vous qui sont désengagés. Vous ne savez pas quoi dire à ceux qui sont dans l'absentéisme. Vous ne savez pas comment faire face à toutes les personnes qui font des burn-out, qui sont dans les maladies professionnelles, qui déposent des arrêts maladie, des invalidités. Et il faut toujours trouver de nouvelles personnes pour remplacer les précédentes. Il y a un turnover monstrueux et tout ça vous empêche de faire votre travail. Ces arguments-là, il n'y a même plus à les citer. Les gens le vivent au quotidien. Alors, de deux choses l'une. Soit on s'y habitue et on s'y fait, et à mon idée, on s'y fait jamais vraiment complètement. Soit on change les choses. Et les choses peuvent être changées avec de nouveaux discours, une nouvelle façon de penser les choses, et une nouvelle attitude, une nouvelle posture à laquelle ils peuvent s'inviter. Mmh. Mmh. Après, il y a des éléments de OK. persuasion. Les éléments de persuasion, c'est que le temps court. Le temps court, la trésorerie se fait rare, la clientèle est beaucoup plus frileuse, les banques prêteront moins, on est dans une économie qui est en crise, donc c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que si ces dirigeants-là veulent me contacter, c'est maintenant ou jamais. Beaucoup d'entre eux risquent leur poste aujourd'hui, leur position. Euh, C'est-à-dire que même les maires aujourd'hui, même ceux qui sont fonctionnaires, prennent énormément de risques. S'ils ne font pas appel à des consultants, à des formations, à des spécialistes qui vont venir les inviter à voir les choses sous un autre angle avec plus de recul pour naviguer au milieu de la tempête. Voilà, tout ça, c'est de la conviction et de la persuasion. Mais je pense qu'il y a l'intelligence de chacun de comprendre le contexte dans lequel il est et qu'est-ce qu'il veut faire là-dedans. Donc, cette semaine même, j'étais avec un dirigeant qui me disait qu'il prenait beaucoup moins de temps avec sa famille et je lui disais moi aussi. Et être sincère dans cette crise, être sincère dans la situation qui se produit sous nos yeux, ne pas, ne pas se cacher des choses, ne pas mettre les tracas sous le tapis, c'est l'une des premières étapes pour avoir une parole qui est juste. Si tout un chacun on se met à mentir, à dire oui, moi je mets en place ceci, il faut être heureux dans la vie, positivisme, optimisme et compagnie, jamais on s'en sort, jamais on voit l'essence même du problème commun dans lequel nous sommes tous. Mais quand on le voit, Mmh. quand on a cette lucidité, et ben là, on peut le transformer. Mmh. D'accord. Est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple, une illustration, pour illustrer, peut-être sans bien sûr citer la personne, mais, quelqu'un qui a pu suivre, tes formations comme ça individualisées sur mesure, j'entends, qui a transformé des choses? Tu as de quoi illustrer? Je sais pas. Euh, Tu as un souvenir comme ça? oui, j'en ai un, j'en ai beaucoup même. Mmh. J'aimerais te parler de mon père. Mon père dirige plusieurs entreprises et je suis son héritier, son principal héritier. Et un jour, il m'appelle et me dit, ça va pas dans l'entreprise, ça va pas dans ma vie. Et je commence à l'écouter. Et tout de suite, je vois les tracas et les aléas dans lesquels il est embourbé. Et tout de suite, je vois aussi que seul lui
peut faire quelque chose. Je peux donner des éléments de décision, mais ce ne sera jamais quelqu'un d'autre que lui qui pourra le faire. Donc, j'engage une conversation qui va durer à peu près 2 mois. Et dans ces conversations-là, dans ces prises de parole-là, sa pensée, ses idées vont être restructurées. Je me suis basé pour cela sur des outils poétiques. Parce que connaissant ses forces et sa zone d'excellence qui est dans la littérature et la poésie persane, je suis allé chercher dans les poèmes qu'il adore le plus. Et à travers ces poésies-là, je suis allé chercher des leçons, des morales qui allaient le soutenir, qui allaient le porter, afin de pouvoir changer et prendre les bonnes décisions. Ça lui a beaucoup plu. Il a pris beaucoup de plaisir à ça. Et de poésie en poésie, de conte en conte, il s'est rendu compte de choses qui clochaient, que lui seul pouvait voir à ce moment-là. Et il a pris les décisions qu'il fallait et il a pu transformer l'entreprise dans laquelle il était ainsi que l'avenir des salariés. Donc, j'ai un autre exemple. Il y a quelques années de ça, j'ai accompagné un riche dirigeant du Moyen-Orient que j'ai mis en relation avec la Fondation des maladies rares. Et cet homme avait misé une grande partie de sa fortune au service des enfants atteints de maladies rares. Et il se trouve que dans son organisation, il y avait des vizirs, on va dire, des gens qui convoitaient énormément le pouvoir. Et à l'intérieur de cette formation, de cette fondation, il y avait beaucoup de pouvoir en jeu. Donc, il ne savait pas à un moment donné où allait l'argent et où allaient les actions, parce que des éléments lui étaient cachés. Et la mise en relation que j'avais faite avec l'Europe allait leur rapporter plus de 5 millions d'euros et des relations au niveau international avec l'Inde, la Chine, l'Europe, les États-Unis, qui allaient marquer un tournant dans la fondation, mais aussi dans l'entreprise qui soutenait cette fondation. Et après 1 an passé à ses côtés, il était très fier, mais il était très inquiet aussi. Donc, il m'a fait part de ce dont il était fier. Il disait, voilà, on a réussi ça, regarde les photos, on est allé en Chine, on est allé en Inde, tout ça, c'est grâce à toi, Farzad, etc. Et j'ai dit, mais non, c'est grâce à vous et c'est grâce aux enfants qui vous ont suivi. Mais est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit? C'est-à-dire donner les clés de ce pouvoir que tu as eu en main à ces enfants atteints de maladies rares. Il a dit, oui, on a engagé un processus avec le gouvernement pour permettre à n'importe quel enfant atteint de maladies rares de créer son association, d'être financé à hauteur de temps et d'être porté à l'international dans ses projets pour découvrir des soins, pour accélérer la recherche, pour avoir des relations internationales. Je lui dis, bah alors tout va bien. Il me dit non. En fait, il y a eu tellement d'engouement, tellement de gens de pouvoir qui se sont agglutinés autour de cette affaire-là qu'on est devenu très médiatisé. On est passé, à l'époque où tu étais là, on était passé sur 6 chaînes de télé nationales. Aujourd'hui, partout dans le monde, on est passé à la télé. Et il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir. Je lui dis, est-ce que tu as pensé à prendre du recul? Parce que j'ai vu ton fils dans le couloir, je l'ai croisé, et il était extrêmement malheureux de ne pas te voir plus souvent. Et tu vois, je me suis rendu compte à ce moment-là que ce dirigeant était allé trop loin. C'est-à-dire qu'il avait franchi la ligne rouge qu'ensemble on avait déterminée. Ligne rouge par rapport à ses valeurs, ligne rouge par rapport à sa capacité physique et sa capacité psychologique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, j'ai appelé sa femme et je lui ai dit, il faut soutenir ton mari et l'extirper de l'entreprise, mettre quelqu'un à sa place pour qu'il puisse récupérer, parce qu'il est possible qu'il soit en danger. Et lui-même, je lui ai dit, prends garde à toi, prends du temps, va voir ton fils, va voir tes enfants, va voir ta famille et prends patience. Et ça, c'est une des grandes leçons qui sont données par un philosophe qui s'appelle Sénèque, dont j'ai confié le livre à une femme que je coachais hier, justement, de savoir
comment utiliser le temps libre qu'on a. Ça s'appelle l'éloge de l'oisiveté. Être oisif, ce n'est pas être personne, ce n'est pas ne plus avoir d'image. On pense aujourd'hui qu'il faut produire pour être quelqu'un ou d'avoir absolument des résultats. Mais parfois, il est vraiment très important de s'arrêter. Et tu vois, dans cette anecdote-là que je te donne, ce dirigeant-là n'a pas fait ce que je lui ai dit parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut de toute façon. Et il a continué. 48 heures après, j'étais à nouveau à Paris et son assistant m'appelle et me dit: «Farzad, il est mort d'une crise cardiaque sur son treadmill». Tu vois? Et on était tous là, on était tous témoins de votre conversation et on est tous bouleversés. Donc il y a des gens extrêmement précieux. Il faut se rendre compte que les dirigeants sont des personnalités précieuses dans le sens où elles portent sur les épaules euh, des vies humaines. Des gens comptent sur eux, des gens les aiment. Des personnes sont là, non pas pour les vénérer, mais ils savent ce qu'ils ont fait pour eux. Et ils ont dans leur esprit, dans leur tête, l'organisation de la structure dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'y a qu'eux qui soient en connaissance de certaines informations et qu'ils aient le recul nécessaire pour pouvoir faire les choses. S'ils tombent en panne, s'ils deviennent malades, si eux ne sont pas là au boulot, si eux faillissent, eh ben, tous les salariés qu'il y a derrière, eh ben, ils vont en souffrir. Toute l'entreprise va en souffrir. Et la restructuration va être encore plus difficile après. Donc, il faut qu'ils arrivent, ces dirigeants-là, à s'entretenir, à prendre soin d'eux, faire preuve de douceur envers eux-mêmes et de revenir à une intelligence. Et dans cette intelligence, de créer d'une part leur pensée, leur structure de pensée et leur discours pour pouvoir transmettre ce qu'il y a de meilleur dans leur entreprise, bien après même avoir été dans cette entreprise. Moi, je prends souvent l'exemple des grandes personnalités qui ont traversé l'histoire, comme Gandhi. La force de Gandhi, c'était pas d'être quelqu'un ou de posséder des choses. D'ailleurs, il est mort en possédant rien du tout. Sa force, c'était que ce qu'il a transmis était au-delà du savoir. C'était au-delà d'une pensée. C'était une volonté. La volonté de s'émanciper, la volonté de vivre libre. Et quand un dirigeant arrive à transmettre une volonté qui va au-delà de faire plus de chiffre d'affaires, produire plus, faire ceci, faire cela, qui sont de l'ordre de l'opérationnel, du fonctionnel, eh ben, ce dirigeant devient un dirigeant en or. Et aujourd'hui, le monde a besoin de ces dirigeants en or. Ça sera sans doute la dernière question. Tu vois, s'il y avait une philosophie, une pensée, quelque chose une beauté justement qui est sous-jacente à ce que tu apportes, ce que tu proposes aux dirigeants, ça serait quoi? Ça serait quoi la philosophie qui est là-dessous et peut-être aussi ce qui t'anime en fait dans tes accompagnements? Hmm. Il y a un empereur perse qui, lorsqu'il allait conquérir une contrée qui voulait les richesses de son royaume ou qui persécutait son peuple, une fois qu'il l'avait conquis, il redonnait les clés de la gouvernance au peuple lui-même en lui donnant des principes de vie et de gouvernance. Ces principes étaient de 3 ordres: la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Et il disait, si vous arrivez à entretenir ces 3 choses, eh ben, vous pourrez vous prémunir de voter ou d'élire un nouveau tyran pour vous diriger. Et vous pourrez faire ça en toute conscience et vous pourrez avoir une vie heureuse et harmonieuse. Et c'est ça qui guide mes pas aujourd'hui. Que dans toutes les structures où j'ai la chance et l'honneur d'intervenir, il peut y avoir cette prise de conscience que nos pensées, nos paroles et nos actions peuvent être des outils émancipateurs de l'homme au sein de la société. Et la devise que j'ai aujourd'hui, c'est prendre la parole pour la donner. Ce n'est pas prendre la parole pour la garder, pour la conserver.
La parole, c'est le pouvoir. Celui qui parle, les gens s'identifient à lui ou à elle. Et il commence à avoir du pouvoir, de la reconnaissance envers lui. Il faut qu'à un moment donné, il soit apte et capable de le laisser de côté, d'y renoncer et de passer la main. Parce qu'en passant la main, il va faire une chose extraordinaire. Il va donner le courage à d'autres de venir prendre cette parole pour ensuite la donner à son tour. Si nous vivons dans une société où nous ne sommes plus en compétition les uns contre les autres pour avoir un pouvoir ou pour prendre la parole, nous serons certainement dans une société de la coopération. Nous donnerons du pouvoir les uns aux autres et nous donnerons la parole les uns aux autres. Et donner la parole, ça permet de voir chacune des souffrances de nos entreprises, de nos associations, de nos organisations, afin de pouvoir les voir simplement. Et quand on voit ça, on devient intelligent. Quand on ignore la souffrance, la douleur qu'il y a dans nos structures, qu'il y a dans nos familles, qu'il y a dans nos existences, eh bien, on devient bête. On s'oblige à des routines, à des habitudes, et on pense que certains petits résultats ou plaisirs pourront nous apporter satisfaction et bonheur, mais au fond de nous, on sait que c'est faux. Le courage, c'est le courage de ceux qui sont lucides et qui n'ont pas peur de voir la vérité en face. Et prendre la parole pour la donner, il faut beaucoup de courage pour ça. J'ai une de mes formations, par exemple, qui montre comment une entreprise peut se constituer par elle-même et créer ses propres lois avec ses salariés et voter avec des référendums, avec des systèmes de vote que les gens auront sélectionnés eux-mêmes pour pouvoir prendre des décisions ensemble. Bien entendu, il est possible que ça prenne un peu de temps, surtout au début. Mais au bout de 6 mois, quand il y a une véritable confiance mutuelle, il y a des synergies extraordinaires qui se produisent au sein de la boîte, de l'entreprise, pardon, et qui permettent une agilité, une capacité d'adaptation qui est absolument insoupçonnée. Cette philosophie-là, elle est pas nouvelle. Elle existe depuis très longtemps. Ce qui est vrai n'est pas nouveau et ce qui est nouveau n'est pas vrai. Donc, je ne veux pas que les gens se fassent d'illusions à ce propos. Ils ont les clés en eux, ils savent quoi faire, ils le feront. Mais parfois, il faut un coup de pouce ou un rappel. Je me disais là en t'écoutant tu t'adresses aux dirigeants, mais tu fais aussi des formations pour les salariés Oui, ou des personnes comme ça qui souhaiteraient s'affirmer plus. Enfin, est-ce que tu as aussi ce genre de propositions, de programmes? oui, de plus en plus de salariés m'appellent individuellement sous couvert du CPF, le compte personnel de formation. Et ils font partie des 1,8% de Français qui utilisent leur CPF. Et j'aimerais envoyer un message aux 98 autres pourcents qui ont peut-être oublié leurs droits. Vous avez des droits à la formation, vous pouvez les utiliser avec n'importe quel formateur. Donc, utilisez-les à bon escient. Et ces salariés qui m'appellent, c'est pour pouvoir s'affirmer face à leur hiérarchie, pour pouvoir réaliser des projets à l'intérieur de l'entreprise qu'ils aiment, pour ne pas avoir à quitter un salaire pour une vie de galère parce qu'ils se retrouveraient maltraités dans leur société, et pour qu'ils puissent aménager par eux-mêmes des conditions de travail dignes qu'ils méritent. Donc tout ça passe par le langage, tout ça passe par le discours. J'ai eu des personnes d'une timidité maladive qui ont tout à coup eu le courage et la technique pour prendre le téléphone, appeler le dirigeant chez lui-même, tomber sur sa femme, lui envoyer une lettre, parler à ce dirigeant, parler à sa famille. Et sans hargne, sans haine, sans critique, mais avec un projet, avec une conscience libérée. Donc oui, il y a des salariés qui viennent me voir et il y a des formations qui se font pour les salariés, commandées par les comités d'entreprise. Donc les comités d'entreprise sont très actifs aussi au niveau des formations. Je fais des formations très agiles, parfois entre midi et deux, sur le déjeuner, en live comme ça, avec les outils numériques, mais aussi sous l'arbre de Noël. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment pour un groupe de maisons de retraite.
Euh, et en fait, il n'y a pas de temps euh, plus extraordinaire pour se former, pour écouter, que celui où on est là maintenant, sans précipitation, Oui. sans qu'on se dise que il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, oui, oui, il y a des salariés qui viennent me voir et il y a bien entendu les comités d'entreprise et certains chefs d'entreprise qui, en collaboration avec leurs salariés, commandent des formations pour les salariés pour qu'ils puissent se maintenir en poste. Le maintien en poste, aujourd'hui, je le répète encore, mais c'est vraiment très important et quelque chose de crucial, à tel point qu'il a été marqué dans les priorités des centres de formation. Maintenir, renforcer le salarié en poste est une mission de salubrité publique. Au niveau économique, la nation en a besoin, c'est-à-dire la République en a besoin. Et motiver des salariés, soit par la pression, soit par la violence, soit par quelconque manière, de quitter la boîte, de devenir freelance ou d'entreprendre, de quitter une vie de salaire pour entrer dans une vie de galère, c'est pas bon du tout, c'est pas une idée que je défends. Si cependant quelqu'un veut vraiment créer une entreprise, ce que je conseille et que j'invite, c'est avec le dirigeant et avec l'entreprise d'intraprendre, c'est-à-dire qu'avec une partie des ressources de l'entreprise et avec les actifs de l'entreprise, pouvoir avoir, lui, une part plus grande dans un secteur particulier, sur un centre de profit en particulier, pour créer sa boîte. Euh, et là, ça devient vraiment intéressant, surtout quand il y a une dizaine de salariés qui se mettent ensemble pour essaimer, pour faire de l'essaimage d'entreprise, pour faire de l'intrapreneuriat. C'est très efficient, c'est très efficace. L'entreprise voit sa marque grandir. Il y a de la reconnaissance et de la gratitude par rapport aux anciens, aux vétérans. Il y a un véritable accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat qui est réalisé depuis l'intérieur de l'entreprise jusqu'au succès de l'entreprise future qui va être créée. Et si en plus, c'est en relation avec la stratégie commerciale, marketing de l'entreprise, eh ben, c'est tout bénef. Ok. Ce que tu fais, tu le fais en formation individualisée, c'est ce que j'imagine? C'est plutôt du coaching, enfin de l'accompagnement individuel, plus Alors, il y que a de du groupe? l'accompagnement individuel, il y a de l'accompagnement jusqu'à 16 personnes, c'est-à-dire il y a des formations jusqu'à 16 personnes et il y a des formations individuelles aussi. Et là, c'est souvent pour les D'accord. dirigeants, c'est souvent pour les salariés qui, à titre personnel, avec leur compte personnel de formation, m'appellent pour intervenir. Ok. Mais que j'ai une personne en face de moi ou 16, ou encore en conférence plus de 100 ou 300, c'est la même idée qui nous réunit. On a Mhm. un problème commun. Et comment le voyons-nous aujourd'hui? Comment le ressentons-nous aujourd'hui? Et est-ce qu'on est vraiment dévoué à se transformer pour pouvoir voir les choses se transformer? Mhm. C'est ok pour moi. Merci beaucoup. C'est un honneur et un Ah, si, plaisir. peut-être une question subsidiaire. Oui, vas-y, vas-y. Comment, si tu devais, donc j'entends que tu animes ces formations seule et tu envisagerais, toi, des ponts avec d'autres intervenants et s'il y en avait, ça serait lesquels? Mhm. Il y avait des ponts, je veux dire, à faire, ça serait quel pont? Savoir si, parce que tu parles de coopération, mais est-ce que dans ton approche d'animateur, conférencier, tu es aussi dans la coopération avec d'autres? Et Hmm. voilà, simplement dans la forme de tes interventions, est-ce que d'inclure d'autres intervenants et comment ça t'intéresserait? Oui, par exemple, chez toutes les personnes que j'ai formées à l'art oratoire, à l'art de parler, euh, je propose d'intervenir en conférence ensemble. Donc, j'organise une conférence où chacun va passer les uns après les autres pour présenter une conférence qui va durer 7 à 10 minutes. Donc, c'est une forme de collaboration, de coopération. Après, pour les formations, j'ai déjà réalisé des coopérations
notamment sur les domaines du handicap, du management d'entreprise ou d'association, où avec d'autres consultants, nous avons, à partir des besoins de la structure, formulé une proposition de formation, soit en animant séparément, soit en faisant de la co-animation. Mais c'est extrêmement difficile et c'est très chronophage. Il est nécessaire à un moment donné de mettre en accord les structures psychologiques des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'en fais très peu de collaboration ou de coopération, parce que la connivence et la coordination et l'harmonie nécessaires deviennent assez rares aujourd'hui. Par exemple, je collabore avec un auteur réunionnais qui s'appelle Guy Roger sur une émission télévisée. Et avec Guy, on fait aussi beaucoup de conférences ensemble. Il y a un temps, avant la pandémie, on faisait une conférence par mois minimum. Mais ça nous a pris énormément de temps pour se parler, pour discuter, pour converser. Et puis, une collaboration est venue naturellement se proposer à nous. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire cet état d'esprit où on part chacun de nos côtés, on est autonome, on est indépendant, on fait selon nos styles. Et puis, à un moment donné, la vie fait qu'il y a une coopération qui est proposée. À l'inverse, il y a une autre logique qui dit, entre plusieurs individus, on va s'accorder pour faire quelque chose. Et avec ça, c'est pas quelque chose que je fais. Parce que c'est pas que ça va plus souvent sur l'échec qu'autre chose. C'est que ça demande à ce que l'un ou l'autre, à un moment donné, se passe ou mange son chapeau, se passe de quelque chose qu'il aime, de quelque chose qui le fait vibrer pour le collectif. Donc oui, la collaboration, la coopération, j'aime bien, j'adore. Et il faut voir comment. Et ce comment, ça devient vraiment intéressant. Tu sais, il y a beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de formations qui sont faites sur l'intelligence collective. J'en fais aussi. Et j'ai remarqué qu'on réunit beaucoup les idées. C'est-à-dire, on prend des post-it, on les colle au mur, et puis ensuite on fait des résumés de ce qu'on a collé pour voir ce que chaque groupe a pu produire comme idée. Ce sont des techniques que j'utilise de moins en moins souvent. Parce que je trouve qu'elles ne nourrissent pas suffisamment le collectif. Et pour moi, ce qui nourrit le collectif, c'est l'action. Un processus d'intelligence collective ne se produit qu'une fois l'action réalisée. Et une action ne peut être réalisée réellement que dans le moment, dans l'instant, à saisir, sans concertation. D'accord ? On peut se concerter pour décider, prendre une décision, on peut se concerter pour donner son avis, son opinion, mais se concerter pour une action, ça produit de l'inefficacité, ça produit des problèmes, ça produit des peurs d'y aller, ça produit des jugements. Pourquoi l'autre il a fait ça? Pourquoi un tel est allé par là? Tu vois? Donc ça empêche l'action. Moi, je suis pour un mécanisme où on engage l'action, d'accord? Et puis dans l'action, on veille les uns sur les autres, un peu comme une équipe de foot par exemple. On se regarde les uns les autres et on a cette vue globale, chaque individu a cette vue globale de ce que l'un fait, de ce que l'autre fait, et on peut se faire des passes à ce moment-là. On peut se faire des passes, faire des actions stratégiques, marquer un but, et là, ça devient beau. Mais pour ça, il faut être vraiment une belle équipe. Et cette belle équipe, c'est vrai, on peut la former, on peut être plusieurs consultants à le faire, sachant que moi, de mon côté, je suis quelqu'un d'assez difficile et d'exclusif sur certains sujets. Moi, je suis formatrice en communication et je me disais justement en t'écoutant, ça serait quoi la différence entre…
Après, tu ne sais pas exactement ce que je propose non plus, mais les techniques de communication, tu vois, la façon de se positionner, je pense notamment à l'affirmation de soi pour un salarié. Ce serait quoi la différence si tu devais comme ça convaincre une entreprise qui dit, moi, la communication, on a déjà un stage de communication qui est prévu. C'est quoi la différence pour toi entre ce que tu proposes et la communication bienveillante, non violente, par exemple? Hmm. Je ne partirai pas sous cet angle parce que faire la différence, c'est une idéologie compétitrice et concurrentielle. À mon idée, je ne suis pas un concurrent des autres consultants et des autres formateurs. Je suis un autre artisan qui réalise des, des formations. Et autant tu vas voir des couteliers qui fabriquent de beaux couteaux, tu ne retrouveras pas deux artisans qui font les mêmes couteaux. Pareil. Autant tu verras deux cordonniers qui fabriquent ou réparent des chaussures, autant tu ne les verras pas faire deux mêmes paires de chaussures. L'un fera du style italien, l'autre fera dans le luxe, un autre. Chacun aura son style, chacun aura à son aura. Et moi, j'aime respecter l'aura des autres artisans qui sont avec moi sur ce marché. Donc, je ne suis Ok, pas là pour faire la mais différence. concrètement, moi, je suis salariée, j'ai envie de m'affirmer, puis je dois choisir voilà, entre deux formations. Là, c'est très simple. Et Tu euh, viens voir mon site internet, la page Facebook, tu viens voir ce que j'écris, ce que je dis, tu viens lire ce que je fais, euh, tu viens me parler, d'accord? Et puis après, tu vas juger par toi-même, tu es intelligent, tu n'es pas que salarié ou dirigeant, tu es un être humain. Et il y a quelque chose qui va te plaire, il y a quelque chose qui va t'attirer, il va y avoir une attraction qui va faire que tu vas me choisir peut-être. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, je compte hmm. beaucoup sur Ça répond pas à ma l'intelligence. question, en fait. Mm. C'est-à-dire que, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais qu'est-ce qui, justement, fait que je vais plutôt pencher vers une formation avec toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu proposes? Attends, là, franchement, je vais me mettre en colère. Donc moi, je On s'y suis attend. salariée, je souhaite m'affirmer, je souhaite justement ne pas quitter l'entreprise, mais je cherche une formation et j'ai plusieurs propositions de formation, de la formation non violente, communication non violente, l'affirmation de soi. Et qu'est-ce qui fait que ce que tu vas me proposer sera peut-être différent? Enfin, qu'est-ce que tu m'as m'apporté qui sera peut-être différent? J'ai compris que tu n'étais pas dans, qu'on avait tous notre part du gâteau, hein, quelque part les formateurs. Moi-même, je suis formatrice en communication, mais qu'est-ce qui fait que ce que je vais trouver avec toi sera peut-être différent? Voilà, une Mm. autre formation. Oui, c'est à nouveau dans la comparaison, mais je vais répondre à Mmh. la question cette fois-ci. Euh, je dirais, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans ce que je fais, sachant que je respecte beaucoup les techniques qui sont des coachs, qui font de l'hypnose, qui font de la PNL, qui font les techniques les outils de communication non violente, bienveillante. Moi-même, j'ai des amis qui font de la com non violente et c'est super ce qu'ils font, c'est génial. Donc, je ne suis pas dans la compétition et je ne suis pas dans la critique de ces méthodes. La façon dont je procède a quelque chose d'assez particulier. Il faut le savoir. Et avant que la personne ne rentre dans une formation, je lui précise et je lui dis qu'est-ce qu'il y a. On ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire que on ne va pas essayer d'adoucir les angles et les bords des problèmes qu'on a. On va rentrer dedans direct. Et ce côté direct, eh ben, il faut être apte à l'entendre et à pouvoir se proposer à soi, à l'oser. Donc, c'est ce qu'il y a vraiment d'assez particulier dans ce que je fais.
Ensuite, il y a un côté de travail qui est énorme et qui est assez exigeant. Beaucoup de personnes rentrent dans une formation pensant que la formation va les transformer une fois qu'ils en seront sortis. Et d'ailleurs, dans tes questions, cela transparaissait un peu. Or, moi, ce que je propose aux gens, c'est un travail. Et ce travail-là d'écriture, ce travail-là de prononciation, d'énonciation des discours, on ne peut pas en faire l'économie. Ce travail-là d'action dans le quotidien de l'entreprise, de l'association, on ne peut pas en faire l'économie. Donc, j'aime avoir en face de moi, surtout quand les personnes sont en individuel, parce que j'y passe du temps et de l'énergie et j'adore ça. J'aime avoir des personnes qui s'investissent. Et ce sont des formations qui sont faites pour des gens investis, pour des gens qui vont aller faire des recherches sur leur domaine, pour des personnes qui vont dire j'ai testé ça, tu as dit ça, j'ai testé ça aussi. Tu vois, qui ne vont pas attendre qu'on leur dise quoi faire. Et en cela, ça va être différent d'autres formations qui vont dire voilà les 4 étapes, faites ceci, faites cela, etc. Je ne vais pas dire quoi faire. Je vais donner des principes, je vais donner des techniques qu'il va falloir mettre en pratique, tout simplement. Et ensuite, les répéter encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que le métier rentre. Par moments, ça va être difficile. Par moments, il y a des personnes qui en pleurent. Je vais leur donner de l'encouragement. Je vais leur dire que je suis là avec toi. On avance ensemble. N'abandonne pas. Continue. Tu n'oses pas le dire, mais va le dire. Fais-le. Tu l'as dit une fois. Tu as été critiqué une fois. Continue. Continue. N'arrête pas. Ne lâche rien. Et là, ça donne des résultats. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de secret. Il y a une technique, une méthode et il y a un effort, il y a un travail dans la constance qui porte des fruits. Donc, en cela, c'est différent. C'est différent de pas mal de méthodes qui se disent être rapides ou brèves, comme les thérapies brèves, qui fonctionnent aussi, que je ne critique pas. Mais pour moi, il n'y a rien de bref. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence sa formation avec moi en 2020, il la continue en 2025. Il doit avoir assez de plaisir et de joie d'écrire et de dire ses discours que année après année, il va les peaufiner, il va les affûter, il va les aiguiser, il va les proposer à des publics de plus en plus vastes, divers et différents. Il va oser de nouveaux discours auxquels il n'aurait jamais pensé auparavant. Et ça donne des orateurs qui ont un impact social dans leur quotidien, qui ont un impact économique dans leur entreprise, leurs associations. Et là, je parle de gens qui ont développé des centaines de milliers d'euros en fonds pour leurs associations, en dons, en mécénat. Et ça va créer aussi des orateurs qui ont un impact politique au sens noble du terme, parce qu'ils auront pris conscience que peut-être n'étaient-ils pas seuls dans leurs problématiques, mais qu'il y avait comme elles, comme j'ai accompagné, 2000 autres personnes dans la même situation, 2000 autres mères célibataires dans le même village qui pouvaient se rassembler. Et là, ça devient des paroles qui se transmettent d'homme à homme, de femme à femme, et qui produisent des actions très concrètes qui peuvent monter très haut, au niveau de la tête d'entreprise, au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Et les gens sont étonnés parfois de voir de l'influence qu'ils peuvent avoir à un niveau politique, à un niveau vaste et large. Ça part des règlements d'une crèche, ça part du niveau de cotisation d'une cantine scolaire dans une mairie et ça peut arriver jusqu'au chef d'État, jusqu'au président d'une république. Donc, ce n'est pas l'ambition qui manque chez les gens. Les gens ont l'ambition, mais c'est l'action. C'est le premier pas d'agir et de le faire. Et ça, dans mes formations, j'y mets un point d'honneur. La personne doit rentrer absolument avec un but. Le but de parler à son patron, le but d'être mieux respecté par ses collègues, l'objectif, si on est dirigeant, donc on nous écoute quand on parle, de pouvoir donner une direction en prenant l'avis des autres salariés, des autres collègues ou du board de direction, du conseil d'administration. Tout ça passe par la parole, dans tous les cas. On n'y échappe pas. Et il y a une maladie
sévit dans les entreprises aujourd'hui. C'est la rumeur, les critiques silencieuses, les jugements non dits. Et tout ça font que les gens, le matin, quand ils viennent se voir dans la boîte, dans l'entreprise, ils se regardent en chien de faïence, mais vont donner toute la journée l'apparence qu'ils sont collègues. Et ça marche pas. Donc, allons vers ce qui marche, allons vers ce qui porte des résultats. Moi, je suis pour ça. Ok, merci. C'est bon pour moi. Bon, à bientôt. Alors, merci beaucoup. C'était un honneur d'être interrogé par quelqu'un qui intervient auprès de grandes entreprises et dirigeants et quelqu'un qui est là depuis des années dans le secteur de la formation et avec un centre de formation familiale qui œuvre sur l'île de la Réunion depuis des années. Merci infiniment pour cette interview. Je suis reconnaissant. Merci à toi.